L'égalité et la complémentarité ne sont pas opposées, mais intrinsèquement liées. Eh bien, c'est la thèse défendue dans cet ouvrage « Mon féminisme est un humanisme », dernière sortie de Karine Mambou. Pour la première fois dans la parenthèse littéraire, nous ouvrons nos portes à une femme journaliste, entrepreneur, mais aussi éditrice. Elle a donc commis cet ouvrage « Mon féminisme est un humanisme » où elle demande de réconcilier égalité et dignité avec passion. Nous ouvrons nos portes à Karine Mambou, tout juste derrière le portrait signé Marie-Yvonne Ndongo. Être femme et avoir plusieurs casquettes. Karine Mambou est le prototype d'Amazone des temps modernes qui mène des batailles sur plusieurs fronts. Journaliste, entrepreneur, militante engagée pour les droits des femmes, la cinquième d'une famille de 10 enfants a très vite compris que la vie est un véritable combat. Ses activités de sensibilisation et d'éducation aux questions de justice sociale sont d'ailleurs inspirées de son parcours personnel. Pour accompagner les femmes et les filles victimes de violences, la Camerounaise met sur pied Cade Aid Foundation. Quant à ses nombreuses initiatives médiatiques, elle les regroupe dans MEMA Group Limited. Ambassadrice de l'Union africaine pour l'éducation des filles en Afrique francophone, Karine Mambou est lauréate de nombreuses distinctions nationales et internationales. 6 années après la publication de son premier livre intitulé « Ma version des faits », elle revient sur la scène littéraire avec l'ouvrage « Mon féminisme est un humanisme » qu'elle définit comme un plaidoyer pour une équité véritable entre hommes et femmes. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Bienvenue. Merci infiniment, merci, vous êtes accueilli chaleureux et ravi de savoir que je suis la toute première femme. On l'a suivi dans le portrait de Marie-Yvonne Ndongo. Vous êtes journaliste, écrivaine, féministe, éditrice. J'en oublie certainement. Quelle casquette exercez-vous le plus si on vous demandait? Je n'ai pas de préférence parce que en général, quand on observe bien, tout ce que je fais, ça va ensemble, ça va de pair, quoi. Donc, je fais dans tout ce qui est autonomisation de la femme, éducation de la jeune fille. Lorsqu'on parle de cela, on voit la réinsertion et la réintégration dans la société. Ça veut dire que c'est l'aspect entrepreneurial. Lorsqu'on parle de journalisme, j'ai un organe de presse. J'essaye de faire des coachings journalistiques pour apprendre à la jeune dame comment est-ce qu'elle peut utiliser son art, son savoir-faire pour pouvoir écrire des petits textes ou phrases qui peuvent justement avoir de l'impact sur l'avenir. Et lorsqu'on parle de l'édition, j'encourage aussi pas mal des jeunes enfants à lire parce que lire, c'est raviver sa mémoire, c'est s'éduquer davantage, c'est être prêt finalement pour pouvoir avoir une vie meilleure. Et on parle donc de « Mon féminisme est un humanisme », sous-titre « Réconcilier égalité et dignité avec passion ». Comment naît ce projet littéraire qui, il faut le noter, est le deuxième de votre bibliographie? Le projet il naît d'un constat très simple. J'ai une organisation non gouvernementale qui s'appelle Cade Aid Foundation et on travaille beaucoup sur le terrain. Et sur le terrain, on fait tout ce qui est justement sensibilisation sur le viol infantile en particulier, les violences faites aux femmes en général, l'éducation de la jeune fille, l'importance de l'éducation de la jeune fille et pourquoi pas l'éducation du jeune garçon. Et le fait de pouvoir apprendre à la jeune femme d'être indépendante sur tous les plans, on est arrivé à croire que lorsqu'une femme essaie justement d'aller sur ce côté-là, on l'attaque celui de féministe et ça devient justement un mot un peu péjoratif. Le féminisme, c'est un mouvement de transformation sociale qui voudrait qu'on restitue à la femme ce qu'on lui a pris avant que les colons n'arrivent justement en Afrique. Et c'était quoi qu'on a pris à la femme, c'est que avant, on parlait d'un système matriarcal où les femmes étaient des prêtresses, des guerrières. Elles faisaient tellement de choses pour l'évolution de sa société dans le respect de leur mari. On n'avait jamais dit qu'elles devraient manquer de respect à leur mari. Alors, si aujourd'hui vous voulez qu'on vous le restitue,
ça ne voudrait pas dire que le fait qu'on vous remette au pouvoir, vous allez l'utiliser contre les hommes, parce que le féminisme n'est pas une lutte contre les hommes, mais c'est une sorte d'alliance et de complémentarité à faire ensemble. Ma réflexion, en fait, sur ce sujet qui me touche particulièrement parce que je me dis, je suis une féministe engagée, mais en réalité, dans les années qui suivent, je vais plus parler de féminisme engagé, mais je dirais tout simplement, je suis une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui comprend que il ne faut pas lutter contre les hommes, mais faire avec eux pour pouvoir avancer, et surtout que les enfants qui naissent justement des unions, des alliances, là, ne subissent pas en fait l'incompréhension de certaines personnes au début par rapport aux mots en fait. Il faut rappeler que vous écoutez pour la première fois en 2003 à Bafoussam. Oui. Vous invitez dans une conférence au lycée, dans un lycée de Bafoussam et tout. 12 ans plus tard, comment vous définissez votre lutte acharnée pour la cause des femmes? Alors, la lutte, je la définis comme quelque chose qui a encore beaucoup à faire. J'essaye tant que je peux avec mon équipe, parce qu'on est dans les villes de Bafoussam, Douala, Yaoundé, à faire des campagnes de sensibilisation pour justement faire comprendre le message à la jeune génération et aussi le dire au chef traditionnel, parce que lorsqu'un chef a assimilé le message, c'est facile pour lui de faire passer cela à la communauté. C'est 7 ans réellement que j'ai entrepris, de 8 ans que j'ai entrepris après le déclic, d'être vraiment moi aussi sur le terrain et pouvoir l'expérimenter. Je pense que ça évolue plutôt bien, mais beaucoup reste encore à faire. Parlant de ce qui reste à faire, vous évoquez dans votre ouvrage le protocole de Maputo, signé le 11 juillet 2003 justement, et vous semblez dire qu'aujourd'hui il y a des limites à ce protocole qui venait quand même redonner certaines valeurs à plusieurs strates de la société, notamment à la femme. Quelles sont les principales, ce que vous tirez comme insuffisance de ce protocole-là aujourd'hui? Oui, parce que le protocole de Maputo, c'est un protocole à la base pour dire non, stop aux female genital mutilations. Et il n'y a pas que cela. On parle des mariages précoces aussi, on parle du viol infantile. Beaucoup de pays ont signé. Ils ont même ratifié, mais ils ne mettent pas cela en exergue. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on parle de l'excision. Est-ce qu'au Nord, ça ne continue pas toujours à se faire, l'excision? Ça veut dire qu'il y a un pays, le pays il a signé, mais en termes dans l'application, il y a des choses à refaire. Pourquoi? Parce que les autorités traditionnelles n'ont pas compris le message derrière. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous faisons grâce à l'organisation, c'est qu'on doit devoir travailler avec ces autorités traditionnelles pour qu'ils puissent comprendre l'importance de stopper net ces pratiques qui sont malsaines pour l'éducation ou bien pour l'épanouissement même de la jeune fille. Alors, et c'est le gouvernement camerounais qui devra aussi se mettre dans ce combat, dans cette lutte, parce qu'il y a les ministères justement en charge, qui est le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des Affaires sociales, pour justement veiller à ce que ce protocole soit mis en application sur le terrain. Effectivement. Restez avec nous, Karine Mambou. On prend la première halte de ce programme, c'est la rubrique à lire, c'est les conseils littéraires liés à cet ouvrage « Mon féminisme est un humanisme » et on revient plus tard. Comme chaque semaine, mesdames et messieurs, à lire dans la parenthèse littéraire 3 ouvrages. Eh bien, le premier, Débrouille-toi, tu es une femme, de Nadine Djomo, viol et addiction aux stupéfiants, quelques mots qui ont concouru à l'écriture du roman autobiographique de cette journaliste camerounaise. Dans ce livre de 170 pages, paru en août 2021, la promotrice d'un site web éducatif laisse paraître entre les lignes de ce premier ouvrage de la nécessité pour la femme d'être autonome. Eh bien, abandonnée par la famille, elle se retrouve à 15 ans engouffrée dans un mariage forcé. Pour s'en sortir, eh bien, passe par le commerce ambulant et la consommation de stupéfiants. C'est un ouvrage donc à lire. Également, on parle de femmes, paroles et espace public au Cameroun. Une analyse de textes des littératures écrites et populaires de Flora
Amabi Miana. On a souvent écouté, il faut le dire, dans l'opinion, la boutade qui dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Eh bien, un discours qui ne passe pas en 2025 du fait de l'émancipation féminine, semble dire l'auteur. En 6 chapitres, l'auteur justement retrace comment la parole féminine est sortie des espaces subalternes et réservée pour constituer un discours alternatif dans un environnement culturel où la parole concourt à sa manière à hiérarchiser la société. Et dernier ouvrage cette semaine, Les impatientes de Djaïli Amadou Amal, eh bien, au nord du Cameroun, au sein des riches familles Peul et musulmanes, la patience est une vertu cardinale enseignée aux futures épouses. Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie. Ce roman qui a reçu le prix Goncourt des lycées en 2020 en France brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. Eh bien, celle qui elle-même s'est mariée à 17 ans raconte 3 femmes, 3 histoires et surtout 3 destins liés dans cet ouvrage qui a fait tache d'huile dans la littérature africaine et mondiale. L'égalité des sexes constitue donc le socle du féminisme, déclarez-vous dans cet ouvrage. Parlons-en. D'aucuns croient aujourd'hui, dur comme fer, qu'il est pratiquement impossible pour la femme d'être l'égale de l'homme. Ben, si on dit que la femme est égale à l'homme, c'est juste qu'on parle d'une certaine équité. C'est-à-dire qu'elle peut être égale à l'homme parce qu'elle peut faire certaines choses, elle peut faire les mêmes choses qu'un homme peut faire. Mais si on va sur le plan physique, la femme ne sera jamais égale à l'homme, l'homme ne sera jamais égal à la femme parce que nous sommes totalement différents de par nos chromosomes, de par notre morphologie. Donc ça ne peut pas être possible d'être égal sur ce sens-là. Alors je ne parlerai pas, c'est vrai, on dit que le féminisme c'est justement la lutte pour l'égalité des genres, mais je ne voudrais pas parler d'égalité des genres parce que justement ce sont des termes qui poussent les personnes à revenir sur le physique et c'est où il y a le débat que je trouve qui nous prend notre énergie pour rien alors qu'il y a des meilleures choses à faire. Moi, je préfère qu'on parle d'équité parce que lorsqu'on parle d'équité à la base, ça signifie qu'il faut donner l'opportunité à la jeune fille de faire les mêmes choses que le garçon fait. Quand j'étais en terminale C, pour la première fois, on était 5 filles, il y avait 18 garçons, on était au total de 23. Aujourd'hui, on fait beaucoup de campagnes pour dire les STEM aussi, les femmes peuvent le faire. STEM, que je parle de sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, c'est que les femmes aussi et les jeunes filles peuvent le faire. Alors, à mon époque, là, 2002 et tout, il n'y avait pratiquement pas de filles en terminale C, mais aujourd'hui, il y a quand même une avancée significative. Beaucoup de femmes s'intéressent aux matières scientifiques. Aux matières scientifiques de nos jours, et elles sont même tellement brillantes. Moi, je dis toujours aux jeunes, quand je fais un plaidoyer pour leur dire, imaginez vous êtes mariés. Vous travaillez, vous dites la place de la femme, c'est la cuisine. Encore qu'être à la cuisine ou bien être une femme au foyer, c'est un métier en temps plein. C'est très compliqué. Éduquer un enfant, ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Ton père dit, ta mère ne travaille pas. OK? Je vais tout faire pour vous. Sa place, c'est à la cuisine. Elle n'a pas son mot à dire. Un matin, il sort, il fait un accident, il ne revient plus les décider. Alors, comment est-ce que la maman va faire? Elle qui n'a jamais travaillé de sa vie pour pouvoir vous éduquer ou bien prendre soin de vous. Il n'y a pas de réponse en fait. Donc il faut partir avec des exemples assez basiques pour faire comprendre pourquoi il est important de donner l'opportunité aussi à la femme de travailler. C'est pour ça qu'on dit 1 + 1 = 1 lorsqu'on parle de mariage. Et non 1 + 1 = 2. Et vous avez remarqué aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce qu'il y a ce genre de combat. Chacun veut se définir comme si je suis femme forte, indépendante, je suis le mâle dominant. Voilà, tous ces mots-là, pourquoi à la fin? C'est les enfants qui vont écoper. Élevons les garçons et les filles dans ce sens-là, que la jeune fille n'est pas ton adversaire, le jeune garçon n'est pas le sien. On peut faire ensemble. Je t'aide à changer des ampoules, tu peux cuisiner parce qu'on a besoin de tout cela pour pouvoir construire un monde merveilleux. Dans cette vision-là, est-ce que pour vous, la femme n'a pas aussi une part de responsabilité dans ces inégalités qu'elle subit? Mais c'est pour ça qu'il faut être aussi froid en disant que si vous voulez du 50-50, participer au 50-50. Il faut être assez froid pour le dire à une femme. Si tu vas au restaurant avec un homme, il faut être capable de payer aussi les factures. Il faut que tu puisses te définir en tant que femme et non te cacher derrière un homme pour savoir qui tu es. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque tu quitteras sur cette terre,
on dira qu'est-ce que tu as fait, c'est ce que tu as retenu. On ne dira pas que Madame Tachago a fait ceci, par exemple. Mais si, par exemple, elle a laissé un bouquin, c'est de ce bouquin-là qu'on parlera. Et on dira c'était l'épouse de, mais elle a fait ceci. Est-ce qu'il y a déjà eu une femme gouverneure au Cameroun? J'en doute très très fort. Je ne pense même pas. J'ai jamais entendu parler. Si oui, c'est qui? Voilà, par exemple, les trucs d'inégalité qui sont là, qui existent. Mais pour celles qui ont la possibilité d'avoir des postes, on a vu comment elles brillent. Et elles font justement des choses assez merveilleuses. J'ai fait une émission l'autre jour avec Madame Angélique Touengene. Je ne la connaissais pas physiquement, mais c'est la première femme directeur, par exemple, de tous les ports du Cameroun. Elle a tenu. On n'a pas entendu parler de sa gestion mauvaise, mais plutôt brillante. On ne devrait pas autoriser la femme, on devrait juste restituer ce qui lui est droit. D'accord. Et au-delà des luttes, il y a plusieurs structures comme les vôtres qui, au quotidien, s'investissent pour que la femme retrouve toutes ces valeurs-là. Que pensez-vous, par exemple, de l'action qui, on peut dire, aussi commise du côté du gouvernement? Est-ce que vous pensez que le gouvernement s'est investi véritablement dans cette lutte pour l'autonomisation des femmes? Je dirais non, parce que c'est tellement insuffisant que pour moi, en tant que gouvernement, que je pense que le gouvernement devrait en faire plus. Je ne dis pas que ce qu'ils ils ne font pas, mais j'estime que comme c'est pas assez. Il y a des actions quand même. Il y a des actions, mais qui sont très insignifiantes parce que franchement, le monde évolue à la vitesse de l'éclair. Et je pense qu'au Cameroun, en premier, on est vraiment en arrière. J'étais récemment invitée pour la plus grosse conférence panafricaine pour l'éducation de la jeune fille parce que par ailleurs, je suis ambassadrice Union africaine CFA, qui est le Centre international pour l'éducation des femmes et des filles en Afrique francophone, à Addis Ababa, où il y avait justement l'invité, le MINPROF, la ministre de la promotion de la femme et de la famille, qui est venu à cette conférence, mais il n'y avait pas de journaliste, par exemple. Et la conférence panafricaine est passée, les autres pays sont venus avec les journalistes, et puis ça fait, le message passe, mais dans mon pays, où je suis quand même ambassadrice pour l'Afrique francophone, mon ministre est là, il n'y a pas de journaliste qui accompagne. Vous voyez que ce genre de choses aussi, qui ne sont pas reliées, font en sorte qu'on ne peut pas... Le combat aussi n'arrive pas justement à son paroxysme comme dans d'autres pays. La seconde chose aussi, c'est que nous travaillons sur le terrain, mais on n'a pas d'accompagnement. On est buté parce que lorsqu'on va porter peut-être plainte à quelqu'un un bourreau qui a violé un enfant et tout, on va à la justice, on voit comment la justice reste le dossier. On perd des procès. Pourtant, le bourreau, il a vraiment fait cela. Mais où est le gouvernement pour pouvoir justement prendre ces cas à leur charge et nous prendre le relais pour dire ok, vous avez fait votre part, vous êtes fatigué, nous prenons ce côté-ci pour pouvoir justement avancer, vu que justice soit faite. Moi je pense que s'ils le faisaient, il devrait y avoir moins de viols, moins de féminicides, parce qu'on en parle tout le temps, mais c'est comme si on parlait un tout petit peu, ça s'accentuait parce que on a l'impression que le gouvernement est vraiment très silencieux par rapport à cela. On parle donc de féminisme dans ce programme, mesdames et messieurs. On prend la dernière pause et on revient conclure la parenthèse littéraire de ce jour avec Karine Mambou. Vient de paraître cette semaine dans la parenthèse littéraire 2 ouvrages. Eh bien, on parle tout d'abord du Cameroun, 25 questions, réponses sur la présidentielle 2025 de Georges-Alain Boyomo. Le journaliste politique et directeur de publication du quotidien Mutation revient sur le rendez-vous majeur de cette année. Eh bien, le débat au Cameroun est dominé depuis la veille de la dernière élection par des diatribes et invectives, note donc le journaliste. Et puis dans l'avalanche d'opinion servie au public, la véritable information est souvent diluée. On assiste plus à des attaques personnelles et à de la manipulation. Eh bien, ces 25 questions apparaissent donc comme une mission d'éducation et d'édification en cette période électorale. C'est un guide pour les acteurs engagés dans ce scrutin. Et puis, deuxième ouvrage ce jour, les intellectuels des médias, prise de parole et prise de pouvoir dans les médias au Cameroun de Léopold Ngodji. L'espace public médiatique camerounais s'est enrichi depuis quelques années d'une multitude de programmes de débat. On note malheureusement sur les différents plateaux la présence répétitive des mêmes personnages universitaires, hommes politiques, journalistes, etc. Eh bien, ce qui amène l'auteur à défendre l'idée d'une monopolisation et d'une vacuité des débats
par une catégorie qu'il nomme intellectuels des médias. Ceci en raison de la qualité intellectuelle douteuse de la plupart d'entre eux, des formats non réglementés des dits programmes et des animateurs et animatrices moins exigeants professionnellement. C'est donc un ouvrage à conseiller à tous les spécialistes des médias paru aux éditions Pigné. Le féminisme en tant que mouvement pour l'égalité des genres ne peut se limiter à une lutte menée exclusivement par les femmes. La pleine réalisation de ces objectifs nécessite la collaboration active des hommes. En Afrique, où les structures patriarcales dominent encore, engager les hommes comme alliés représente un levier crucial pour accélérer les transformations sociales. Les partenariats entre hommes et femmes sont essentiels pour remettre en question les normes profondément enracinées et bâtir des sociétés plus justes. À travers ce fragment contenu au début du chapitre 9 de l'ouvrage, vous revenez donc sur ces alliances et ces partenariats qui doivent être récurrents entre hommes et femmes, mais on s'interroge toujours, est-ce véritablement réaliste? C'est réaliste, si on prend la dimension humaine. C'est pour ça que je parle de mon féminisme. Le féminisme est un humanisme. Et l'humanisme signifie que l'humain est le plus important. Alors, si vous pensez que l'humain est le plus important, vous ne devriez pas lui faire du mal. Alors, on ne parlerait pas du genre. On parlera juste de l'être humain à sa juste valeur, qu'il faut respecter, qu'il faut donner l'opportunité de faire ce qu'il a fait et d'être heureux. La douleur qu'une femme battue peut ressentir, vous pensez que ça va changer? Non, parce que le mec qui vous a fait cela, il se fiche pas mal. Pourtant, s'il vient s'asseoir quelque part, il entend des témoignages des femmes. Je pense que quelque part, sans le vouloir, il peut quand même ressentir des petits pincements pour dire, ben écoute, on est en train de faire mal à cette dame, il faut qu'on change. Alors, il est important de travailler ensemble en synergie. Si vous ne travaillez pas en synergie, il n'y aura pas d'enfants, par exemple, selon ce que la Bible dit. Donc, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour qu'il y ait une multiplication. Et ça ne peut pas se faire seul. Si vous êtes une femme, vous élevez un enfant tout seul, c'est très égoïste. Parce qu'en principe, un enfant devrait avoir ses deux parents pour avoir un équilibre. Et c'est parce qu'on est en train de biaiser justement tous ces mots, ces paramètres qu'on arrive à beaucoup de divorces aujourd'hui. Parce qu'en même temps, il y a des hommes qui sont très très violents. Il y a des femmes qui sont aussi très violentes. Il y a des femmes qui sont violentes par rapport aux autres femmes. Il faut qu'on en parle. D'ailleurs, je le dis dans le livre, je parle des violences faites aux femmes par les femmes qui sont aussi tabous. Ça détruit le monde. Ça détruit la génération future. Parce que si notre génération, c'est une génération de violents et de violentes, où est-ce qu'on va en fait, à la fin de compte? Un monde tel que le Créateur l'a créé, c'est qu'un monde, quand il y aura un homme et une femme pour pouvoir justement perpétrer tout ce qu'il a pensé pour cette planète. Ce livre donc que vous mettez, qui sort dans votre bibliographie, est le deuxième. Ça s'inscrit dans la lignée du premier que vous avez justement sorti il y a quelques années, Ma version des faits, où vous brisez le tabou sur la question du viol à travers votre exemple précis. C'est comme une autobiographie. Entre les deux livres, vous avez l'impression quand même que les lignes bougent à votre niveau, que le combat que vous portez, il se porte quand même du fruit. Beaucoup, et je pense que l'écriture m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, j'invite les autres victimes à, si elles peuvent écrire, d'écrire, parce que pour quelqu'un qui a subi un viol comme moi, un viol infantile, et qui a eu beaucoup de blessures, qui à un moment donné détestait les hommes, et qui aujourd'hui a compris, parce que briser le silence, en parler, et dire aujourd'hui qu'il faut une alliance homme et femme, ça signifie qu'il y a vraiment une évolution assez significative. D'autres auraient voulu que ce soit la guerre, par exemple. Voilà. Donc je dis, j'ai pu guérir, et guérir, la guérison n'est pas venue en un seul coup, c'était une succession quand même des choses. Il faut s'ouvrir, il faut pouvoir avoir la chance aussi d'avoir des personnes qui vous écoutent sans vous juger, parce que c'est aussi ça le problème avec la société. Vous êtes victime et la société vous victimise davantage. Donc, il va falloir aussi qu'on ait une société assez tolérante. Et si je parle aujourd'hui de la complémentarité, de la réconciliation hommes et femmes, c'est parce que je sais qu'il y a du bonheur qu'on peut avoir. Et le bonheur, c'est justement quoi? C'est surtout les enfants. Moi, je suis quelqu'un qui adore les enfants. Et je pense que si on en fait, c'est qu'il faut leur donner tout l'équilibre nécessaire. Et l'équilibre passe par les deux parents. Effectivement. Et sortons de ce programme, Karine Mambou, vos prochains projets littéraires, ce sera quoi? Est-ce que ce sont les ouvrages qui vont s'inscrire toujours dans la lignée du féminisme, ou bien vous allez explorer d'autres univers? Alors, cette année, j'ai fait 3 livres.
Et j'ai décidé de commencer de publier celui-ci en premier. Parce qu'en fait, c'était même pas celui-ci que je devais publier en premier. C'était un autre livre qui parlait du tourisme et des affaires, qui revête justement mon côté entrepreneurial et qui montre que on peut aussi faire des choses sans pouvoir investir de gros moyens. Alors, le tourisme et les affaires qui va sortir d'ici le mois d'août, il va être publié en août, qui sera un second livre qui sort complètement de ce jargon, mais qui reste dans l'entrepreneurial. Mais par contre, les épouses complices, c'est un peu dans le même jargon. Un autre livre qui arrive. Les épouses complices. En tous les cas, on espère qu'à la parenthèse littéraire, on aura l'exclusivité de ces prochains ouvrages de Karine Mambou. Eh bien, on était très heureux de vous avoir. Merci Cédric, je vous remercie d'avoir pris le temps de pouvoir feuilleter avec moi. Mon féminisme est un humanisme. Et je suis très heureuse aussi des questions posées parce que ça a permis aussi à faire passer le message qui était derrière l'idée. Et je te dis bravo pour ton excellence et bravo pour tes recherches et aussi les livres qui accompagnent justement cette parenthèse littéraire qui vont justement en adéquation avec mon féminisme et un humanisme. J'en suis ravie d'être passée à Dash Media et je vous remercie, ton équipe et toi. C'était merveilleux. En tous les cas, bon vent à vous et à toutes vos initiatives. Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, La parenthèse littéraire sur Dash Télévision. Restez connectés à l'écoute de nos programmes et vous le savez, lisez des livres.